Bonjour Caroline. Bonjour Salomé. Je suis ravie aujourd'hui de t'accueillir sur le podcast de Sans filtre ajouté. Merci d'avoir accepté mon invitation. Écoute, avec plaisir. Ce que je te propose tout d'abord, c'est que tu te présentes aux auditeurs qui nous écoutent et qui ne te connaîtraient pas encore, parce que comme je te le disais en off, j'ai eu beaucoup de demandes pour que tu viennes sur le podcast de Sans filtre ajouté. Écoute, je suis assez surprise de ça, on en reparlera. Donc moi, je m'appelle Caroline Laurent, j'ai 49 ans, j'insiste sur cet âge, c'est 50 moins 1, on en reparlera tout au long de cet entretien, je pense. J'ai 3 enfants, 3 grands-enfants, là. Si je devais, c'est le terme un peu associé, me pitcher ou dire en quelques mots d'où je viens et ce que j'ai fait jusque-là, je dirais je suis un pur profil agro, donc jusque-là on est au bon endroit. Exact, tu pouvais pas choisir mieux. De la grande distrie, voilà. Donc j'ai fait 16 ans dans le groupe Danone, à différents postes, au commerce, et un poste au RH, on en reparlera aussi. Et maintenant, ça fait 10 ans que je suis donc directrice des ventes chez Fleurette. Tu parles de Danone, première entreprise dans laquelle tu as fait tes armes, justement, dans l'entrée dans la grande distribution et ce monde de la grande conso. Oui. Danone, c'est souvent une entreprise qui est connotée comme l'école de la vente. Qu'est-ce que tu réponds à ça ? Est-ce que tu partages Bah oui, je suis obligée de dire que c'est vrai. Bien sûr, évidemment. Parce que... Alors, on parlera effectivement des évolutions. J'ai fait 16 ans chez Danone et j'ai recalculé là, avant de venir te voir, j'ai fait 9 postes. Waouh. Voilà. Donc, effectivement, alors, moi, ça fait 10 ans que j'y suis plus, donc je ne vais pas parler de l'intérieur aujourd'hui, mais en tout cas, quand on démarre chez Danone et qu'on est ambitieuse, parce que je l'étais et je le suis toujours, à l'époque, et tu vois, je le porte encore et je l'incarne encore, je pense qu'il n'y a pas beaucoup mieux parce que c'est une boîte qui était proche de mes valeurs, la double culture sociale économique incarnée par Antoine Riboud à l'époque, tu la vis et sincèrement, elle transpire. Donc pour moi, ça a été vraiment l'opportunité de grandir avec cette entreprise, parce que j'ai démarré, j'étais toute jeune, j'avais 22 ans. À 26 ans, j'étais chef des ventes. Bon, on en parlera aussi, parce qu'on va parler de leadership et de ce que ça a voulu dire pour moi. Mais incontestablement, c'est des opportunités de carrière et une chance extraordinaire. Donc oui, ça a été extrêmement fondateur pour moi et j'ai grandi avec ce groupe-là. Oui, ça c'est sûr. Dans les yaourts en plus, je n'ai pas précisé, parce que j'aurais pu naviguer bien sûr. Ouais, du baby-food à l'eau en passant. Alors aujourd'hui, c'est un peu plus spécifique, parce que notamment sur la partie terrain, ils ont regroupé les marchés. Mais en tout cas, à l'époque, je m'occupais que d'ultra frais. Qu'est-ce que aujourd'hui, donc tu as été chez Danone, aujourd'hui tu es chez Fleurette, qu'est-ce que ton CV ne dit pas sur ton profil et ta vie professionnelle finalement ? Ce que mon CV ne dit pas ou dit peu sur mon profil et ma vie professionnelle, j'ai fait alors je ne sais pas comment le décrire ou si mes boss de l'époque m'entendaient le dire, je fais une petite entorse au parcours commercial chez Danone, puisque j'étais au RH pendant un peu moins de 2 ans. Alors à des postes très spécifiques, c'est la gestion et le développement de projets. Donc je m'occupais de choses aussi vastes à l'époque que le lancement de la RSE dans les équipes, où j'ai le souvenir d'avoir envoyé l'ensemble de l'entreprise faire des animations en magasin, par exemple. Donc en fait, c'était quand même très particulier à l'époque, parce que dans les plus et dans les moins, très sincèrement, alors je ne sais pas comment c'est maintenant dans la plupart des structures, mais c'est pas si simple, notamment en France et dans les entreprises françaises, de changer de direction, qu'on se le dise. Alors j'ai l'impression qu'il y a plus de flexibilité, plus de portes, plus de passerelles. Néanmoins, on est quand même beaucoup dans la logique de parcours. Voilà, je vais faire un parcours commercial, je vais être chef de secteur, je vais aller au siège, faire du catégorie management, de la négo, puis prendre des postes d'encadrement. Enfin, tout ça, c'est assez tracé. Et c'est vrai que dans mon CV, je l'ai précisé, parce que c'est quelque chose qui était, à l'époque en tout cas, un peu plus atypique. Et puis qui a été hyper fondateur pour moi. Et si je suis honnête, qui m'a beaucoup questionnée à l'époque. Parce que j'ai intégré une équipe RH à l'image de l'ensemble de l'entreprise, dans laquelle je me suis beaucoup, beaucoup retrouvée. J'avais un super DRH à l'époque qui m'a fait confiance et qui a été un peu filou, qui m'a proposé toutes les pistes pour rester dans l'équipe. Mais très sincèrement, j'avais un poste à l'époque pour revenir à Lyon et d'encadrement et de management. Et tu sais, on dit souvent, si tu avais une baguette magique,
Est-ce que tu ferais les choses différemment ? En l'occurrence, non. Je regrette pas du tout les choix que j'ai faits et je les assume. Donc, on va dire que c'est peut-être plus ça, d'avoir eu l'opportunité d'aller dans une autre direction. Et j'encourage, et c'est ce type de parcours aujourd'hui avec mes équipes aussi, alors beaucoup plus entre le commerce et le marketing. Mais il faut absolument développer ça davantage, et pourquoi pas les achats demain, parce que c'est très riche, et pour le collaborateur et pour l'entreprise. Qu'est-ce qui, à l'époque, t'amène justement à rejoindre les RH ? Est-ce que c'était une opportunité qui s'est créée ? Est-ce que c'était une vraie volonté de ta part ? Et qu'est-ce que tu as appris justement qui te sert encore aujourd'hui dans le cadre de tes fonctions d'encadrement ? Eh bien, écoute, en fait, c'est les deux, comme très souvent. Alors, quand on te pose la question, on va parler de mobilité aussi, mais on te dit, est-ce que, par exemple, tu rencontres des jeunes collaborateurs aujourd'hui qui te disent, est-ce qu'il faut être mobile pour évoluer ? La réponse, il n'y en a pas. C'est oui et non. Tu peux ne pas être mobile. Après, c'est extrêmement facilitateur et ça va t'ouvrir plein de portes. Je dirais là, c'est un peu pareil, et c'est ce que je dis souvent, une carrière professionnelle, c'est ce que tu veux, c'est tes souhaits les plus profonds, mais c'est aussi et surtout les opportunités. En l'occurrence là, si je suis vraiment 100% transparente, sans filtre, c'est l'ADN du podcast. C'est beaucoup plus l'opportunité. Alors j'avais cette empreinte en moi, parce que d'ailleurs ça transpire encore aujourd'hui. Le poste auquel je suis, c'est beaucoup d'humains, beaucoup de RH et du business, et au service du business. Bien sûr. Et là, quand je suis rentrée de congé maternité, dans la structure, il n'y avait pas forcément de place à ce moment-là au commerce, et donc on m'a proposé cette opportunité-là. Je pense que ça s'est fait sincèrement beaucoup plus dans ce cadre-là que quelque chose qui était anticipé ou géré comme tel. Tu évoques un point qui est vrai, c'est la logique de parcours. Notamment quand on est ambitieuse comme tu l'es, comme nous le sommes, et ceux qui écoutent le podcast, aucun doute que vous l'êtes, où effectivement, souvent en entretien, on te demande où est-ce que tu veux te projeter à 10 ans, et donc tu dois passer par des étapes clés pour atteindre le Saint Graal d'un poste que tu as imaginé dans ta tête. Est-ce que tu trouves qu'on est encore beaucoup dans cette logique de parcours ? Est-ce que les choses de ton regard et de ce que tu observes sur le marché évoluent ? Est-ce que toi, dans le cadre de tes équipes, tu valorises un peu des parcours différents ? Est-ce que tu as aussi l'opportunité de valoriser des parcours différents ? Quel est ton avis là-dessus ? C'est une super question. Je dirais que ça évolue, mais à un rythme sans doute encore un peu lent. C'est vrai qu'aujourd'hui, un jeune collaborateur, il va peut-être un peu moins comprendre pourquoi on lui dit tiens, oui, tu veux être manager demain, mais faut que tu passes par un poste siège. Mais en fait, on fait ça aussi pour lui, pour qu'il puisse se sortir de ses problématiques terrain, aller voir d'autres choses. Donc les logiques de parcours, en fait, elles sont fondées, elles sont structurantes, et donc c'est pour ça qu'elles sont là. Après, j'ai quand même des exemples, que ce soit aujourd'hui dans ma structure, chez Fleurette ou ailleurs, où on arrive à casser les codes par rapport à un profil, quelqu'un qui va... C'est vrai qu'on parle beaucoup d'aller... Enfin, à l'époque, chez Danone, c'était absolument horrible. On parlait des contradictoires. Va travailler tes contradictoires. Aujourd'hui, je sais que c'est fort. Va bosse tes faiblesses. Ouais, voilà. Alors qu'aujourd'hui, on a plus tendance à dire, mais travaille sur tes forces. Bien sûr. Et ça, c'est quand même des belles évolutions. Ouais. Parce que sincèrement, quelqu'un... qui est pas fait pour le management, c'est un vrai sujet. On est rarement nommé manager ou pas assez nommé manager par rapport à des aptitudes managériales. On est trop souvent nommé manager parce qu'on est très spécialiste de son domaine et on se dit je suis spécialiste du domaine, donc demain je vais pouvoir exceller. Non. Et souvent, les postes à responsabilité dans toutes les organisations sont corrélés à des postes de management. Or, le management, je pense qu'il y a une part d'inné avec l'humain et une part où tu apprends. Ça, c'est tout à fait normal. Mais tu as juste des gens qui n'ont pas envie de manager. Alors, ça, j'ai cru comprendre. Alors, je vais essayer de pas être trop dans la caricature entre ancienne et nouvelle génération, surtout on va beaucoup insister sur les profils comme moi, qui sont là depuis un petit moment, parce que je trouve que c'est pas là-dedans que je veux m'inscrire. Alors, c'est vrai que le management, il y a de moins en moins de velléité de manager. Il faut se poser des questions autour de ça. Je pense qu'il faut accompagner, rassurer aussi, tu l'as très bien dit.
Les aptitudes managériales, ça se développe, ça se construit. Et c'est incontestable qu'aujourd'hui, tu peux apprendre et développer dans ce domaine-là. Maintenant, si vraiment tu as vu et tu sais au fond de toi qu'il y a des choses qui vont être extrêmement difficiles pour toi, il faut être prêt et donc il faut former le collaborateur en amont, d'où l'intérêt de faire un autre parcours et qu'il puisse continuer de gagner en maturité avant d'aller s'exposer sur des postes de management où il pourrait être un peu fragilisé, voire du coup fragiliser un peu une équipe. Et ça, il faut être particulièrement vigilant. Maintenant, ce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes collaborateurs et profils qui se posent des questions. Très franchement, moi j'ai démarré, j'étais manager, j'avais 26 ans. Oui, des bêtises, j'en ai fait des tonnes. Rien qui soit et j'en ferai encore et on en fera encore, donc il faut surtout pas être inhibé par rapport à ça. Mais par contre c'est des jobs qui sont prenants et peut-être de plus en plus prenants, donc il faut savoir un peu les assumer dans quoi on se lance. Mais tu vois, en tant que, quand tu es sur le terrain et que tu encadres une équipe en tant que DR, chef de zone, etc., effectivement, une énorme partie de ton job fait partie du management. Alors après, tout dépend des spécificités au sein des entreprises. Est-ce que tu gères une SCA ou pas, etc. Mais tu as énormément d'organisations, tout simplement, où tu fais du management aussi au siège, alors qui n'est pas du tout le même type de management et d'accompagnement. Qu'on s'entende bien. Et effectivement, tu peux te retrouver directeur enseigne, je sais pas, chef de produit, puis après tu finis par évoluer en chef de groupe et t'as fondamentalement pas forcément envie d'encadrer une équipe, mais de gravir les échelons. Et le poste suivant va avec effectivement du management, tu vois. Il y a comme des parcours managériaux aujourd'hui et des formations pour accompagner tout ça. C'est vrai. Les formations c'est bien, on peut en parler longuement et c'est super. Et, moi je sais que j'ai eu la chance que ce soit chez Danone ou Fleurette, notamment les formations management, des choses qui te marquent et dont tu te sers très longtemps. Maintenant c'est un peu du test and learn quand même, de la pratique, et puis aussi être bien entouré. C'est sûr. Et bien entouré, moi j'ai une équipe de managers et voilà, dans le cœur de mes missions, il y a quand même beaucoup les accompagner aussi pour qu'ils grandissent et qu'ils s'épanouissent tout simplement dans ce métier. C'est sûr. C'est beau. Est-ce que il y a des choses au sein de ta vie professionnelle où tu avais des éléments que tu as dû déconstruire justement dans ta vie pro ? Alors ça, c'est hyper drôle. J'en aurais plusieurs. Le premier, là, on vient de l'évoquer, puisque tu vois, finalement... je suis à la direction commerciale et depuis qu'on est ensemble, là, on n'a fait que parler management, homme, people, comme on dit dans le jargon. Donc très longtemps, d'ailleurs c'est pour ça qu'on m'a proposé aussi une mission RH, j'avais un peu cette double casquette, double étiquette et parfois c'était un peu frustrant, même encore un peu maintenant, de se dire oui, et le business. Alors moi, qu'on se le dise, ce qui m'anime et ce qui vraiment me motive au quotidien, c'est d'ailleurs pour ça que je suis retournée en direction commerciale, c'est quelque part la gestion de l'humain au service du business. Donc ça, j'ai dû le déconstruire assez souvent parce que ça semble une évidence, mais l'un n'exclut pas l'autre. Et effectivement, tout cet accompagnement homme au service du business est clé aujourd'hui. Forcément, j'enfonce une porte ouverte parce que je parle des forces de vente. Donc il y a ça. Et sans filtre, pour être un peu plus personnel sur qui je suis, j'ai dû déconstruire pas mal, et peut-être même encore maintenant, même à bientôt 50 ans, j'ai du mal à le dire, un côté un peu trop, si je le résumais, tu vois, trop authentique, trop spontané, pourquoi pas parfois trop rapide dans ses décisions, tout ce qui fait tes forces, bien sûr, et avec lesquelles tu dois jongler et composer. Donc maintenant, ça fait un moment que je suis dans le monde professionnel. Je pense que j'ai appris à composer avec, que forcément, j'aime pas ce terme-là, parce que ça fait un peu comme si j'avais voulu museler, absolument pas, mais je me suis sans doute un peu assagie. Mais c'est tes forces, et c'est profondément tes forces. Et incontestablement, j'ai dû pas mal composer avec et des fois déconstruire cette image de trop
parce que trop bavarde aussi, tu le vois bien là. C'est parfait pour un épisode, tu es une bonne cliente. Voilà, tu ne devras pas aller me chercher bien loin avec les questions. J'ai une bonne aptitude à faire les questions et les réponses, t'inquiète pas. Ça va, c'est parfait. Donc du coup, et en plus tu veux pas être dans la caricature. On va en parler aussi un peu, j'imagine, mais quand tu es une jeune femme qui démarre, tu veux justement pas être dans le trop pour quelque part, non pas imposer, mais être capable de dire qui on est et de montrer son style de leadership. Bien sûr. Donc je dirais que ça, c'est quelque chose avec lequel, non pas j'ai dû déconstruire, mais j'ai dû composer, oui, ça c'est sûr. Il y a deux choses que tu as évoquées et j'aimerais revenir sur la première, c'est cette notion justement de commerce et d'homme. Et en fait, évidemment, ça va de soi, et tu disais j'enfonce une porte ouverte, c'est vrai que si on parle de commerce, tu as besoin des hommes pour développer du commerce. Mais souvent, on peut opposer ça en se disant les carrières commerciales, t'as pas beaucoup d'humains, c'est très chiffré, c'est très dur, je fais exprès d'aller dans le côté caricatural pour qu'on en reparle. Et le fait que tu as fait justement ce chiffre finalement dans ta carrière de RH, comment tu as réussi à le valoriser, et est-ce que des fois tu as eu la sensation que c'était presque un frein? C'est pas, ouais, ça peut, quand tu disais de déconstruire, quelquefois quand tu mets en avant les problématiques hommes dans ta structure, je parle pas de nombre ou de taille, parce que là tu te plies quelque part au contexte économique, mais ça va forcément apparaître pas comme un frein, mais comme quelque chose. C'est vrai que souvent les DNV, là, petit clin d'œil pour eux aussi, on est des fois un peu seuls à dire oh là là, attention, il faut emmener toute une équipe, soyons vigilants, et comment on va faire. Donc là il y a une notion qui, je pense, alors je vais essayer de pas être, surtout pas, c'est pas mon style, de pas être prétentieuse par rapport à ça, mais c'est vrai que la conduite du changement, bien sûr. ça, c'est quelque chose, je pense que j'ai un bon niveau de compétence par rapport à tous les sujets de transfo et de transformation que j'ai pu opérer. Mais c'est sûr que il faut parfois bien l'amener, parce qu'on peut avoir l'impression d'être... Alors, je déteste ça en plus, surtout quand ça fait un moment que tu fais ce boulot, justement, d'être paternaliste dans ton management. Absolument pas. C'est pas du tout mon style de management. Mais quand tu mets en avant ta structure homme, les impacts, les enjeux que ça va avoir sur tel ou tel plan d'action business, sans que ce soit un frein, il faut être costaud, agile et quelque part bien amener tes arguments. De toi à moi, ce que je fais de mieux en mieux, on va dire, et que j'ai appris à faire pas mal. Tu t'es fait coacher, tu t'es fait accompagner. Comment, pour toutes les personnes qui nous écoutent, et des choses immuables à notre personnalité, on en a tous. Comment on fait pour travailler justement sur ces biais je pense que je me suis fait coacher, accompagner, et que je le ferai encore. Ouais, mais c'est génial. On va beaucoup en parler. Quel que soit le moment de ta carrière où tu l'es, tu te poses des questions tout le temps et tu te remets en cause tout le temps. Ça, c'est la clé de la longévité. Et c'est pareil, c'est pas des paroles en l'air, parce que c'est ce qui fait que tu progresses tout le temps. Et que ce soit chez Danone comme chez Fleurette, j'ai eu la chance d'avoir des patrons, des formations qui m'ont bien aidée. Je dirais la clé dans les petits conseils que tu donnes aux jeunes qui démarrent, et c'est ce qu'on fait nous beaucoup dans notre style de management, on les aide avant tout à avoir une prise de conscience. Ouais. Et si toi tu sais, puisque là tu vois, je t'ai dit un peu sans filtre qui j'étais, si dès le départ on te dit qu'on va pas vouloir te changer, mais qu'il va falloir composer avec ça, et que en fonction de tes traits de personnalité ou de caractère, c'est plus ou moins marqué en fonction des individus et des collaborateurs, tu vas composer avec, et tu vas être accompagné, on va te le dire, il y a une énorme notion et de culture du feedback. Bien sûr. Enfin, ça, nous, on l'incarne au quotidien. C'est tellement important. Moi, j'ai été élevée, quand tu disais école de vente, même école de management, je l'ai transmis, et aujourd'hui, ça perdure dans mon quotidien tout le temps. C'est une culture du feedback permanente. Ce qui fait que moi, j'en ai manqué parfois, et c'est dommage à certains moments, parce que oui, c'est trop simple de se dire... Alors, je ne sais pas si on va l'aborder ou pas, parce que c'est tellement démocratisé aujourd'hui, et ça parle à tout le monde, ce jeu des couleurs, par exemple. Oui, bien sûr. Te dire, au commerce... T'as que des rouges. Voilà, il y a des rouges, des jaunes. Sans grande surprise, je suis très rouge, je suis très jaune. Oui, c'est un peu trop facile de se dire, de toute façon, moi, je suis comme ça. Prenez-moi comme je suis. C'est pas du tout mes propos. C'est juste de dire, je compose avec ça.
et je progresse. Et encore maintenant, très sincèrement, c'est des choses dont j'ai besoin. Non, mais c'est sûr. Enfin, c'est des préférences comportementales, mais c'est à un instant T, ça donne une dominante, mais ça veut effectivement tout dire et rien dire. Ça permet de se lire à travers certains comportements professionnels, effectivement. Mais ce que je trouve intéressant dans la culture du feedback, c'est au-delà de faire progresser les collaborateurs, ça permet aussi, d'un point de vue entreprise, de se dire est-ce que mon collaborateur est à la bonne place ? Et moi, je suis fondamentalement convaincue que, évidemment, pareil, je vais enfoncer une porte ouverte, mais pour faire grandir l'organisation, tu as besoin des hommes et tu as besoin que certaines personnes soient à la bonne place puisqu'elles seront de fait épanouies. Et souvent, on peut avoir des injonctions de se dire moi je veux être à ce poste, mais c'est pas forcément celui qui nous correspond par rapport à nos traits de personnalité. Et ça, je trouve que c'est un vrai travail de tout l'encadrement managérial. Là, on rentre dans le nerf de la guerre, le courage managérial. Grand sujet. Crois-moi qu'il y a beaucoup à débattre par rapport à tout ça. Bien sûr. J'ai des contre-exemples. J'ai un bon exemple, il se reconnaîtra, il y a très longtemps, d'un de mes collaborateurs à qui j'ai dit trop vite, trop fort, qu'il ne pourrait pas être manager. Il a fait une très belle carrière, notamment de manager ensuite. Donc, voilà. Qu'est-ce qui t'a amené à dire ça C'était à l'époque, j'étais moi aussi jeune manager, et c'était quelqu'un effectivement qui était beaucoup dans l'action, dans l'exigence, dans l'immédiateté. Il a énormément mûri depuis, et en plus il a été accompagné, et quelque part il a eu la chance d'avoir d'autres managers qui ont cru en lui. Donc c'est aussi se remettre en cause soi en tant que manager. Néanmoins, et c'est ce que tu dis là, on prend l'exemple d'un manager, mais quelqu'un... parlons des négos commerciales. Tu peux être formé, on peut te former aux techniques de négo. Si t'aimes pas ça, on va te dire, t'es en direction commerciale. Oui, c'est sûr. Mais il y a des postes en direction commerciale qui sont plus orientés catégorie et un peu moins dans la négociation. Même si, là encore, c'est sans doute un contre-exemple. Si t'aimes pas la négo, si t'aimes pas le contact client, c'est qu'a priori, t'es pas à la bonne place. Ouais, absolument. Mais c'est des choses peut-être qu'il faut être capable de voir assez tôt dans sa carrière. Et à l'inverse, qu'il faut encourager chez certains qui peuvent avoir des doutes. Ouais. Mais en tout cas, c'est la clé. Les évaluations, là, si tu n'as pas le courage managérial à un moment... moi, j'ai eu des personnes en face qui étaient capables de me dire la oui, la non, la oui, mais sous telle condition. C'est hyper important. C'est hyper important. Et c'est rendre service à la personne. C'est pas trop vite la mettre dans une case, mais en tout cas, c'est lui permettre de prendre conscience, ou en tout cas, à minima, de prendre conscience sur... la marche à franchir, bien sûr, pour qu'elle soit prête, soit à la bonne place ensuite. Bien sûr. Ouais. Hier, je lisais, alors je saurais plus te dire l'auteur, mais qui disait que quand tu as dans ta vie professionnelle ou même dans ton business un objectif, le plus important, c'est pas le résultat, c'est le processus. Et d'aimer le processus, parce que sinon tu le fais pas. J'ai trouvé ça extrêmement fort, justement, d'aimer faire des feedbacks, de le faire au quotidien. Et je trouve que ça te permet énormément de te développer, effectivement, de développer tes talents au sein de ton entreprise. Alors, Caroline, tu l'as dit, tu es chez Fleurette depuis 10 ans. Donc, 10 ans, une très belle... 10 ans cette année. 10 ans cette année, très belle fidélité. Donc, c'est un poste, effectivement, que tu occupes depuis plusieurs années dans un secteur qui bouge sans cesse. Qu'est-ce que cette longévité veut dire de ta manière, finalement, de travailler ? Eh bien, écoute, 10 ans cette année, on appelle ça chez nous les fleurs anniversaires. Fêté dignement à la convention. J'en profite, je ne suis pas la seule dans la structure, dans la COP Fleurette à Grial, dans une des valeurs. Alors, c'est pareil, les valeurs. Tu as les valeurs sur Internet, puis après, tu as ce que tu incarnes dans ton quotidien. Absolument. Il y a la pérennité. Et je suis dans une structure aujourd'hui où la pérennité, c'est pas un mot... galvaudé, et c'est pas une valeur galvaudée. Donc moi je me sens très en phase et très alignée avec moi-même par rapport à tout ça. Ça n'a pas été si simple, j'y reviendrai dans les étapes pour arriver sans doute à ce niveau de maturité et de sérénité. Ce qui est certain dans la manière de travailler, je dirais, dans les plus, dans les moins et dans le challenge permanent, cette stabilité, elle apporte, que ce soit à moi comme à l'organisation,
un peu de sérénité, un peu de vision, un cap. Voilà, moi, je suis en capacité de voir vite et assez loin là où on peut emmener soit des hommes, soit un projet, soit un plan d'action, de transformation immédiat, des plans d'affaires. Donc ça, c'est, je pense, dans un monde, on va en parler, où ça bouge beaucoup d'immédiateté, d'urgence et de gestion de l'urgence. D'ailleurs, je pense que les entreprises s'en rendent compte aussi de plus en plus dans la gestion même des parcours et du caractère parfois un peu trop éphémère sur certains jobs. Donc ça, moi, ça m'anime dans mon quotidien. Je pense que ça transmet des valeurs de confiance aussi. C'est vrai, on va beaucoup parler, et j'en parle beaucoup, parce que c'est l'actualité du DNV assez souvent, les entretiens de recrutement. Je pense que quand tu t'adresses et que tu lui expliques ce que tu as fait, que ça fait un moment que tu es là, déjà c'est extrêmement rassurant, parce que ça veut dire que... Bien sûr. Voilà, surtout qu'il y a beaucoup de profils comme moi dans l'entreprise, ça je te l'ai déjà dit. Et après, je dirais que ça amène aussi un peu de recul sur le business. Alors, la grande distrie, on va y venir, ça bouge beaucoup, oui et non. C'est-à-dire que... Si on le regarde sur du temps long, Dixit, Olivier Dauvers, sur toutes ses publications, mais il a raison. Mais bien sûr. C'est-à-dire que, bon, tu as un cycle de négo, il faut transformer les plans d'affaires, il y a des rituels très ancrés. Et donc, c'est très souvent quand même... et ça, tu rigoles. Alors, l'idée, c'est pas de rentrer surtout pas dans le scope ou dans le spectre du « oh, c'était mieux avant », surtout pas. Non. Mais c'est assez marrant de te dire « ah, attendez les gars, là, je crois qu'on a déjà essayé. » Bien sûr. Peut-être qu'on aurait intérêt de se repencher sur le sujet, non pas changer, parce qu'on change tout le temps, mais voilà, s'assurer qu'on n'est pas en train de refaire un truc. On rigole parfois. Oh, mais ça, on a peut-être lancé. Ah oui, mais le marché, il n'était pas mûr. Enfin, voilà, donc ça bouge beaucoup, on va y revenir pas mal, mais voilà, ça permet aussi, je pense, d'avoir cette approche-là. Après, très sincèrement, tu ne peux durer que si c'est le changement qui t'anime, mais vraiment, moi, c'est un de mes mantras, et deux, que si tu te remets en cause en permanence. Bien sûr. Et ça, c'est un travail quotidien, pas un peu fort, mais en tout cas, une remise en cause permanente qui est clé avant tout pour moi, parce que je me nourris de ça, et qui est clé aussi pour les équipes. Puis au-delà de ça, au sein d'un même job, en 10 ans, je pense que ton job a dû énormément évoluer. Et tu changes de personne à encadrer, d'objectifs. L'entreprise évolue aussi. Il y a une multitude de choses. Est-ce que tu as eu à un moment dans ces 10 ans senti la pression de devoir évoluer? Alors, j'aime pas ce terme évoluer, mais en tout cas de changer de job. Alors, je remettrai un peu en perspective les deux expériences. La pression, au départ, c'est pas la pression, c'était l'ambition personnelle que je me mettais, moi, sur ce parcours d'évolution. C'était une ambition très personnelle parce que, si je reviens, tu vois, on est sans filtre. Moi, à mes origines, je viens d'un milieu... je suis née dans le chocolat, comme je dis souvent. Mon grand-père était pâtissier, mon papa était pâtissier. Donc moi, mes parents, ils ont toujours été hyper fiers de moi. En gros, ils sont encore persuadés. Je ne sais plus si je te l'avais dit que j'ai fait HEC. Je fais une prépa HEC, après une belle école de commerce qui est née moi aujourd'hui. Mais c'est pour te dire que j'avais pas de pression de mon entourage. Par contre, moi, je me la mettais forcément, en plus en intégrant une structure comme Danone. Bien sûr. Parce que j'avais cette ambition-là qui m'a portée et qui m'a animée. Mais à cette période-là, je pense que j'ai quand même ressenti un peu de pression parfois. On va parler beaucoup des hommes et des femmes dans l'entreprise. Moi, j'ai eu la chance à l'époque d'être dans une structure où mes 3 congés maternité ont été accélérateurs de carrière. Quand je dis ça, je le dis sans fausse manipulation ou quoi que ce soit, c'est une réalité. C'est-à-dire que ça écourtait mon expérience et j'enchaînais sur une prochaine sur l'expérience d'après. On en parlera dans le pro et perso peut-être un peu plus tard, mais avec le recul maintenant, ça a été quand même hyper sportif. Donc je pense que c'était moins maîtrisé de ma part, plus dans l'instant. Et là, oui, j'ai pu avoir certaines pressions où j'aurais peut-être pu dire non, et moi dire non. Mais ça m'appartenait, cette décision. Bien sûr. Je ne l'ai pas prise à ce moment-là. Une fois encore, je regrette rien parce que ça m'a permis d'avoir la belle carrière que j'ai aujourd'hui. Mais voilà. Aujourd'hui, très sincèrement, chez Fleurette, on parlait de pérennité. On est dans des types de structures peut-être un peu différentes. J'ai pas cette pression-là. Tu peux te la mettre, la pression, parfois, surtout quand tu approches de la cinquantaine, à te dire c'est quoi les 10 ou 15 prochaines années. Très honnêtement, je me la pose, la question, et heureusement. Je sais pas, je suis sans doute
un jour prête pour un nouveau challenge et un nouveau défi, incontestablement. Mais je me la pose pas quotidiennement et j'ai la chance d'être dans une structure qui te fait confiance et qui continue de te développer. Donc non, je l'ai pas cette pression-là. En tout cas, je l'ai plus. Ou je m'en suis affranchie, j'en sais rien. Comment alors c'est une question, mais comment on continue à progresser quand ça fait 10 ans qu'on est au même poste, même si évidemment on apprend tous les jours et enfin ma question est biaisée, j'ai déjà un peu la réponse, mais j'aimerais savoir toi qu'est-ce qui te par exemple, quel est le dernier apprentissage que tu as eu dans le cadre de ton job? Eh ben, écoute, j'ai refait une formation recrutement il y a pas longtemps. D'accord. Donc voilà, on parlait des formations. Donc le socle, c'est la formation. Et du recrutement, j'en fais beaucoup, mais j'ai encore appris plein de choses. Enfin voilà, dans la terminologie, dans des manières d'opérer, dans du benchmark. Alors moi, je me nourris de benchmark. Voilà, de l'extérieur. Je sors. Souvent, la période est assez propice là, entre les différentes conférences, les rencontres DNV. On a un petit club un peu sympa de DNV à Lyon. C'est ce que je te disais, tu peux être assez vite seul avec tes certitudes. Ah mais c'est sûr. Donc moi je me nourris de benchmark, c'est hyper important. Donc justement avec ton réseau, ouais, avec le réseau. Et okay. Ça je l'ai appris, tu vois pareil quand on parlait de se développer, de continuer de progresser, je l'ai appris avec les années. Quand tu démarres, surtout dans des très belles et grandes structures avec des tailles de groupe hyper importante, tu es nourri de l'intérieur. Bien sûr. C'est un peu la limite d'ailleurs de certaines structures. Et très vite après, tu te rends compte qu'il faut aller glaner plein d'infos, des notes, des tendances. Moi, ma plus grosse crainte, et c'est ce que je dis assez souvent, bienvenue, vous êtes au bon endroit. C'est pas humble par rapport à ma structure aujourd'hui, mais ma plus grosse crainte, c'est de pas être alors à la pointe, non. Pas cette prétention-là, mais en tout cas de ne pas savoir quel est le dernier développement ou en tout cas, voilà. Donc je me nourris beaucoup de tout ça. Et puis après, c'est en interne avec les équipes. On a justement cette nouvelle génération qui arrive et qui pousse et qui t'oblige toi aussi à te challenger en permanence. Et ça, c'est assez chouette et ça fonctionne plutôt pas mal. Comment tu vis justement le fait d'avoir une aussi grande équipe, parce que ça demande leadership, vision, d'embarquer aussi. Comment tu vis aussi les arbitrages quotidiens que tu dois faire dans le cadre de ton poste de DNV? Alors, grande question. Grande question. Je vais dire une chose. La plupart du temps, je le vis bien. Parce que les années, sans doute, m'ont aidé un peu. Après, je crois que c'est un article LSA il n'y a pas longtemps. Je crois que le gros titre, c'était « DNV, c'est postes en tension ». Alors malgré tout, ça a fait marrer le titre, j'ai vu, oui. Voilà, avec des témoignages assez intéressants d'homologues. Ça m'a fait un peu marrer le titre parce que ah oui, en tension, ça veut dire quoi? Alors je pense qu'il y avait derrière, c'était effectivement, tu l'as dit au début, l'environnement qui bouge. Aujourd'hui, rapprochement d'enseigne, tu te retournes, il faut vite changer et te dire attends, il faut que je vois ma fréquence, quelle enseigne, quel magasin je vais suivre ou pas. Donc ça, oui, ça va plus vite. Et puis t'emmènes beaucoup de monde sur une décision. Tout à fait. Autant je suis l'adepte du test and learn, autant avec une structure, il faut quand même s'assurer que ça va pas trop perturber bien sûr, les pratiques et l'organisation. Donc je le vis plutôt bien. Après, très sincèrement, pareil, sans filtre. Il y a des jours, voilà. Super mais c'est comme dans tous les jobs. Mais c'est vrai que le contexte économique aujourd'hui fait que il faut. Alors, c'est un terme pareil qui est très à la mode. Il faut beaucoup d'agilité, ça c'est sûr. Et moi, c'est mon moteur. Enfin, la conduite du changement. J'ai un exemple, mon boss actuel, sur une décision stratégique il y a 2 ou 3 ans, hyper impliquante et importante pour la branche, m'a appelé pour me parler de quelque chose qui allait avoir beaucoup de conséquences pour l'organisation de l'équipe au téléphone. Dans la seconde qui suivait, j'étais déjà en train de me mettre en mouvement. Mais avec le recul, je me suis dit, purée, là, ce qui nous attend, c'est un truc un peu costaud, un challenge qu'on a réussi d'ailleurs. Et où tu prends la pression et puis tu as l'équipe. Moi, on va parler de
de leadership au féminin. Moi, je suis hyper engagée. Quand je te parlais de trop, hyper impliquée, hyper investie, même avec toutes ces années de maturité. Il y a des jours où trop. Et il faut que je me dise, attends, détache-toi de cette situation-là. Je ne sais pas si on parlera des lectures et tout ça. Alors moi, je m'applique un des Toltec, là, qui est « prends pas les choses pour toi ». Et ça rassurera ou pas certains ou certaines qui démarrent. Quand on disait qu'il y a des choses qui sont très ancrées, c'est toute la vie pro, quoi. Et donc, il y a des jours où c'est... parce que c'est des jobs... le management élargi ou le management tout court, c'est hyper impliquant. Donc, tu as parlé de leadership au féminin. Je voudrais y revenir parce que j'ai eu... en fait, cet épisode naît parce que j'ai posé la question à mes auditeurs sur Instagram en disant qui est-ce que vous voulez entendre sur le podcast. Et j'ai eu beaucoup de messages sur j'aimerais bien que tu parles justement du leadership au féminin. Donc, parlons-en. Est-ce que tu penses, sans évidemment rentrer dans des caricatures, etc., c'est pas le but, mais que justement des femmes ou des hommes peuvent aborder ces fonctions de DNV de façon différente en fonction de leur profil. Alors ça, c'est comme tu l'as très bien dit, se rentrer dans les caricatures. Non, c'est terrain non pas glissant. Ouais, glissant. Parce qu'en fait, tu veux passer le bon message et justement, tu veux pas rentrer dans la caricature. Bien sûr. Donc c'est pas simple parce que faut... Alors, je suis dans une boîte normande, donc je vais essayer de pas te faire une réponse de normand. Je te l'ai dit, je vais faire thèse, antithèse, synthèse. Oui. Donc, oui, il y a des codes forcément différents. Je t'en parlais tout à l'heure. Je pense que c'est hyper important d'en prendre très vite conscience et pas se dire... moi, j'ai 2 grandes filles et un petit garçon, plus petit garçon. Des fois, je me marre parce que j'ai envie de leur dire « mollo ». Là, ça fait un peu la vieille, j'assume. Mais est-ce qui a tort, qui a raison par rapport à ça? C'est de ne pas se dire, voilà, je suis une femme aujourd'hui, il va falloir que je fasse différemment, que je compose ou non, mais un minimum. C'est-à-dire que on dit souvent, et justement, être consciente des atouts qu'on peut avoir. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est pour donner plein de confiance à toutes celles qui nous écoutent. Et les atouts, ils sont très souvent dans l'intelligence situationnelle, émotionnelle, parlons de la gestion des émotions en entreprise. On a encore un océan de là, on pourra en faire un épisode épisode à part entière. Je te laisserai trouver quelqu'un peut-être un peu spécialiste du sujet. Moi, à mon actif, j'ai que le dessin animé Vice Versa que je vais voir avec mes enfants, par exemple. Il y a plein de bouquins. On en mettra sur l'intelligence émotionnelle. J'ai un pavé énorme, il faudrait que je retrouve le nom. Mais en tout cas, je pense qu'on a des atouts dans ce domaine-là, avec lesquels... sur lesquels on peut beaucoup apporter. Et après, on parlait d'incarner, d'implication, d'énergie. Je pense que des choses qu'on arrive très souvent à transmettre beaucoup. Donc ça, c'est pour la thèse. L'antithèse, je te dirais que j'ai aussi beaucoup d'hommes autour de moi qui travaillent dans ce registre-là et qui sont très, très bons. Bien sûr. Donc, et oui, je crois que je te l'ai dit au début, dans les choses qui n'ont pas été faciles quand même au démarrage, c'est qu'il ne faut surtout pas vouloir être dans une caricature justement de leadership au masculin, où tu en parlais beaucoup de rouge, de jaune dans la structure commerciale. Il y a plein d'autres styles de leadership. Donc, je pense qu'il faut être assez mesuré par rapport à tout ça. Et voilà, mais moi j'ai eu la chance à l'époque chez Danone de faire des belles formations sur le leadership au féminin. Ça veut dire qu'il y avait quand même une réelle prise de conscience à l'époque. Et quand j'ai démarré quand même, ce qui n'est plus le cas du tout aujourd'hui, donc c'est hyper stimulant, hyper motivant pour les jeunes collaboratrices qui démarrent. Moi quand j'ai démarré, il n'y avait pas beaucoup de femmes bien sûr. dans l'univers dans lequel j'étais, c'est sûr. Mais souvent, alors pareil, c'est peut-être une caricature, mais pareil, je relate des propos qui m'ont été transmis à travers le podcast. Et franchement, je vous remercie ceux qui nous écoutent. Vous êtes nombreux, nombreuses. Et souvent, je peux avoir des messages en disant « Mais Salomé, j'ai l'impression de devoir faire 2 fois plus, de devoir prouver 2 fois plus et de vivre ce syndrome de l'imposteur, j'ai l'impression que je ne suis pas à ma place, que je ne le mérite pas 2 fois plus. » Alors 2 fois plus on ne peut pas être à la place d'un homme, donc ça, on ne le saura jamais. Je pense que le syndrome de l'imposteur, on le vit tous, peu importe qu'on soit homme-femme. Mais qu'est-ce que tu réponds à ça ? Alors ça, ça n'est malheureusement pas caricatural. Alors je vais
sortir une phrase hyper caricaturale que j'assume, mais Ouais. qui est quand même un peu vraie si tu fais un panel personnel. Une femme, quand on lui propose une évolution, elle va se demander est-ce que je vais être à la hauteur ? Et l'homme va dire combien tu me donnes. Donc là, désolé messieurs, je ne veux pas être dans la caricature et je le suis un petit peu, voire beaucoup, mais tout est un peu résumé, c'est-à-dire qu'il y a une vraie notion d'estime de soi, de confiance en soi. Faire 2 fois plus, je pense que c'est de moins en moins vrai. Alors si on parle de pro-perso, d'équilibre à la maison, aujourd'hui les choses elles se sont quand même pas mal rééquilibrées. Bien sûr. Donc on peut être pas mal aidé aussi dans ce domaine-là. Après, si dans les traits de personnalité et traits de caractère, il y a ce que je te disais au début, c'est cette authenticité qui peut être... Je ne sais pas si elle est plus marquée chez les femmes que chez les hommes, j'en sais rien. Moi, j'ai quand même souvent eu des modèles masculins, que je remercie d'ailleurs, qui sont davantage dans la prise de recul et la mesure, et je ne l'ai pas vécu comme une opposition. Au contraire, je me suis aussi nourrie de ça. Nourrie et inspirée, ouais, et bien inspirée, parce que des fois, avec 2-3 collègues ou copines d'autres structures, on a envie de se dire, mais stop, est-ce que c'est pas là aussi qu'est la voie voilà. Donc j'espère ne pas avoir été trop dans les caricatures, même. Non, mais je pense que c'est bien d'en parler parce que ça reste encore des sujets tabous. Et à un moment, il faut se dire les choses après, sans rentrer effectivement dans les caricatures comme tu l'as fait. Justement, tu parlais d'équilibre vie pro, vie perso, etc. Comment toi tu gères ? Parce que tu le disais tout à l'heure, tu es maman de 3 enfants avec un poste à responsabilité. Même chose, ça, et peu importe qu'on soit homme ou femme, hein, c'est pas le sujet, mais ça peut être un vrai sujet. J'ai eu des questions là-dessus de... moi, Caroline, elle m'impressionne parce que elle a une grande famille, elle a un poste à responsabilité. Qu'est-ce que tu réponds à ça ? Eh bien, écoute, je t'en ai parlé tout à l'heure. Il y a eu plusieurs périodes, plusieurs phases. Plus jeune, je ne me posais pas de questions. 2-3 fois, notamment quand tu changes de... J'ai quand même été nommée Catman. J'étais en Alsace à l'époque. J'étais enceinte. Alors ça, quand on parle d'équité, je pense que Danone l'incarne rien que comme ça. Oui, bien sûr. J'ai accepté le job avec grand plaisir, mutation à Paris. Mon mari était encore à l'époque en Alsace. Bon, rock'n'roll, je ne sais même pas le terme approprié, ça a été quand même chaud. Voilà. C'était à refaire, je ne sais pas. Bon, force est de constater, et ça j'y tiens. Je pense qu'il y a un moment, il faut aussi... éviter de se poser trop de questions. Il faut bien s'entourer, incontestablement. Nous, quand on est revenu à Lyon, c'est bien. Petit clin d'œil à... Je me marre parce que je crois que c'est Marine Léonardi là, qui fait des séquences, une humoriste un peu cash. Elle a une séquence maintenant sur France Inter et elle a beaucoup de caricatures sur l'homme et la femme. Et elle fait très souvent des clins d'œil à sa mère et à sa belle-mère. Moi, j'ai plus ma maman, mais en tout cas, petit clin d'œil à ma belle-mère. C'est vrai que je suis très, très contente de l'avoir pas loin parce que ça a beaucoup, beaucoup contribué au bien-être de la famille. 3 enfants qui sont hyper bien dans leur pompe. Et je pense que s'ils sont bien aujourd'hui dans leur basket, c'est parce que moi, je l'étais. Ouais. Et là, j'ai envie de dire à toutes celles qui peuvent se poser de questions, c'est un peu facile quand tout ça est pas derrière toi, mais un peu plus derrière toi, mais justement de ne pas s'en poser. Quand je vois certaines collaboratrices qui se disent « Ah oui, mais à quel moment je vais pouvoir me dire tiens, c'est peut-être le moment d'avoir... » Surtout pas. C'est déjà tellement compliqué à gérer tout ce perso-là pour se dire « Je vais faire des enfants, je vais pas faire des enfants, quel est mon choix de vie ?» C'est vrai. Que, voilà, après, c'est beaucoup d'énergie, oui, et moi, je pense avoir cette chance ou cette force-là d'avoir une bonne capacité de travail. Mais en tout cas, il faut être surtout en accord avec soi-même. Si on l'est pas, voilà. Il y avait quelqu'un dans ton podcast il y a pas longtemps qui parlait d'équilibre. C'était un homme pour le coup et qui disait qu'il avait justement voulu changer. C'est peut-être Julien Marie, non ? Je sais plus. Le directeur commercial de Björk. Peut-être, ouais, et qu'il avait aussi voulu changer parce qu'à un moment il est trop. Donc c'est pour ça que c'est pas que. Ouais. Et j'ai un de mes anciens DG de Florette, je me souviens, ça faisait pas longtemps qu'il était là, et on avait un point ensemble. Je dois avoir une réunion. J'arrive hyper essoufflée, hyper en retard.
Et enfin, tu vois, tu le connais pas et tout. Justement, tu veux pas te dire que tu veux rentrer dans la case. C'est la femme qui arrive en retard. Elle avait une réunion parents-prof. Et je me souviens qu'il me dit écoute, moi j'ai des jumeaux, je travaille à distance, je les vois pas. Je rêverais d'aller à la réunion parents-prof. Et tu vois, ça libère aussi. Donc clair. c'est pour ça. Bien sûr, bien sûr. Les lignes, bien elles sûr. bougent. Pour conclure cet épisode, là on rentre dans le S2, dans la peau d'une DNV. C'est quoi la fin de l'année pour toi? Qu'est-ce qui se joue là sur la fin de l'année dans le cadre de ton job? Qu'est-ce qui se joue sur la fin d'année? Bon, nous, on est sur un marché en pleine mutation qui bouge beaucoup, beaucoup. Fleurette est le leader des fruits et légumes frais prêts à l'emploi. Il y a beaucoup, beaucoup de développement de produits. Et donc, nous, ce qui se joue pas mal, c'est effectivement d'installer des gammes et des nouvelles gammes. Et donc, c'est pour ça que c'est hyper motivant quand je te parlais de rester et de voir les mutations du marché qui sont réelles et sérieuses et de voir l'évolution de ce marché-là. C'est hyper stimulant. Ça se joue pas mal là dans l'environnement concurrentiel actuel. Ça se joue pas mal sur cette fin d'année et au-delà. Je dirais que ça, c'est quelque chose qui va être clé pour moi et pour les équipes dans les mois et les années qui viennent. Dans les mois et les années qui viennent, et ça me fait poser la question, comment tu vois justement le rôle de DNV évoluer dans les mois et les années qui viennent avec tout ce qu'on connaît, donc effectivement le gros titre de LSA sur un marché en tension avec la centralisation de la distribution, aussi quelques problématiques de recrutement qu'on connaît, que ce soit sur les populations force de vente mais aussi en point de vente, et puis aussi avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Ouais. Bah écoute, c'était à peu près les 3 points que je m'étais dit. Quand je te disais pour durer, il faut sans arrêt se challenger, c'est vraiment une réalité. Si je reprends l'ensemble des points. Sur le recrutement, dans beaucoup de secteurs d'activité, c'est le cas. Aujourd'hui, c'est plus que jamais le cas chez nous. Et dans l'univers de la grande distrie, c'est vrai du côté du distributeur. Tu vois, on disait tout à l'heure, qu'est-ce qui a changé lors de conférences récemment. J'ai le directeur de la stratégie de Carrefour qui disait contestablement le turnover des équipes en magasin, parfois, et j'ai le plus profond respect parce que je travaille avec ces personnes-là, mais parfois peut-être une perte de connaissances parce que moins d'accompagnement de leur part. Bien sûr. Nous, par exemple, on en a à foison de la compétence et de la connaissance, notamment des marchés. Et on rêverait, tu vois, quand on disait évoluer, d'aller plus loin dans la collaboration avec eux et dans le recrutement. Je crois que je l'ai dit et j'ai envie de le redire. Moi, je m'attelle à surtout pas tomber dans le génération Z, Millennium Alpha. Voilà. L'engagement et la fidélité à l'entreprise, qui a tort, qui a raison, peu importe. Ouais. Moi, je dirais que c'est pas vrai. Je le dis à tous les dîners. Moi, j'ai des jeunes qui sont au taquet et qui sont extrêmement investis. Ils ont sans doute un rapport différent et différent à l'entreprise, différent à l'engagement peut-être sur l'avenir. Il n'y aura peut-être pas autant de profils comme moi ou d'autres qui sont restés aussi longtemps sur des jobs. Et pourquoi pas mais c'est sûr que il y a 2 manières, c'est soit on se dit c'était mieux avant, soit on se dit on s'adapte. Il n'y a pas à se poser de questions par rapport à la problématique homme, recrutement et s'adapter à ces générations et quelque part à ces velléités. Donc ça, c'est un gros challenge pour l'avenir. Deuxième challenge, je t'en parlais effectivement, c'est la collaboration avec nos amis distributeurs. Pareil, je sais qu'ils sont nombreux à être venus dans ce podcast-là. Très sincèrement, dans notre univers, on a la chance de pouvoir, on n'est pas très nombreux, donc de pouvoir avoir des relations saines et pérennes avec l'ensemble de nos magasins. Pour autant, des fois, c'est un peu frustrant parce que je pense que collectivement, eux et nous, on pourrait faire tellement mieux. Tu te dis, mais c'est dommage. Oui, alors nous, on vient vendre notre business, mais on vient aussi vendre en tant que leader, développement de la compétence. Développer la catégorie, il y a une certaine frustration, donc c'est comment on la dépasse pour aller plus loin. Et enfin, écoute, l'intelligence artificielle, me concernant, je suis en plein dedans, je viens de me faire un gros mois là, de benchmark, de rencontres de prestataires. Justement, tu vois, je te disais, je suis peut-être pas la plus
plus aguerrie ou la plus habile de par mon parcours ou mon histoire, mais j'ai à cœur l'évolution. Voilà, j'ai vu tout ce qui se trame entre Nielsen et Vision, là, qui me semble un peu fascinant. Ouais. Alors, je ne sais pas combien nous vendront ces datas un jour. Mais... Puis à voir comment ça va se matérialiser concrètement en point de vente. Ouais. Mais ça dit que dans quelques années, c'est déjà le cas. Le nerf de la guerre, c'est la data. Et qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est pareil, soit ça va pas nous rendre, ou peut-être nous rendre plus intelligents, cette IA, mais par contre, ça va nous faire travailler autrement, ça c'est sûr. Un chef de secteur aujourd'hui, et je le sais, ils sont nombreux à dire ça, il y a beaucoup de données un peu partout, beaucoup de data. On a la chance de pouvoir les équiper maintenant. Quelle utilisation réelle et sérieuse en est faite parfois, soit parce que trop, soit parce que pas optimisé. Je pense qu'on peut être beaucoup aidé dans ce domaine-là et gagner en fluidité. Donc oui, dans les années qui viennent, je pense que le métier va encore beaucoup changer et évoluer, ça c'est sûr. Caroline, on arrive à la fin de cet épisode. J'ai une question pour toi, puisqu'on a beaucoup parlé de ton parcours, de ta progression professionnelle et même au-delà, développement personnel. Est-ce que tu aurais des lectures à recommander ou des podcasts, des ressources qui ont pu justement te nourrir tout au long de ton parcours? Alors, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est pareil. On se pose la question parfois des nouvelles générations. Enfin, les livres de développement personnel, c'est super. Et des fois, c'est tellement long, boring. C'est sûr. Donc, l'idée, c'est pas d'en faire... d'en lire trop. Moi, j'ai un mantra et je l'ai lu plusieurs fois. Et donc, c'est pour ça que je l'incarne. C'est pas forcément un livre sur le management, c'est les 4 accords Toltec. Donc, je sais pas si tu les connais. Bien sûr. C'est que votre parole soit impeccable. N'en faites pas une affaire personnelle. Je t'en parlais tout à l'heure. Vrai sujet. Parfois, n'en faites pas une affaire personnelle. Ne faites pas de suppositions. Enfin, je veux dire, dans le quotidien, tu l'as 3 fois par jour. Et enfin, alors ça, moi, je pense... plus que jamais l'incarner, c'est peut-être la chose dont j'ai le moins besoin, c'est faites toujours de votre mieux. Finalement, à la fin d'une journée, si j'ai réussi ma journée, c'est est-ce que aujourd'hui j'ai fait de mon mieux? Je me pose très souvent cette question-là. Ou sur quelque chose qui a moins bien marché, parfois c'est aussi un moyen de s'en détacher. Je me dis, en même temps, j'ai fait le max et j'ai fait de mon mieux. Donc... ces lectures-là, après, c'est intéressant, tu pourras les mettre en... Moi, j'ai moins de références là, sur la gestion des émotions et sur l'intelligence émotionnelle. Je pense que ça peut aider et accompagner... Oui, tout à fait. Même dans le cadre du... Et dans les livres de management, en tout cas des titres qui inspirent et que moi j'ai lus, il y a Le management bienveillant. C'est un DRH et un médecin urgentiste qui ont écrit ça. C'est hyper intéressant. Pareil, le management bienveillant, il y en a à toutes les sauces. Tout dépend comment toi tu vas l'incarner. Exactement. Enfin, moi, je dis, je crois qu'on a oublié de se le dire parce qu'on a quand même quelques petits points communs. On est à Lyon. Moi, je suis supportrice de l'Olympique Lyonnais. Donc, le sport, que ce soit à titre perso ou pro, c'est quelque chose qui m'inspire énormément. Donc, il y a tellement de ponts à faire là-dessus. Voilà, je suis hyper compète, hyper... engagée. Je déteste de pas gagner. Enfin, je le dis et je l'assume, même encore avec toutes ces années. Donc, en substance, je suis quand même quelqu'un d'extrêmement exigeant. Il faut suivre, mais toujours dans la bienveillance, le droit à l'erreur. Et quand on parlait de pérennité et de proximité, donc j'ai ce titre-là. Et après, il y en a un qui est sympa, qui est on ne n'est pas manager. Et ça, c'était le petit clin d'œil. On le devient. Ah, c'est intéressant. Voilà, c'est une jeune qui était blogueuse, voilà, donc plus récemment, et qui après s'est trouvée parachutée quelque part. Parachutée, c'est pas le terme, mais en tout cas propulsée, promue manager comme d'une manager. équipe. Et j'en ai un à te recommander aussi. Je te le filerai à la fin de l'épisode, comme ça.
on se reverra. Tu me diras ce que tu en as pensé. C'est Employees First, Customer Second. Donc, je l'ai en version française. Et c'est un PDG d'un grand groupe indien d'IT qui a renversé l'organisation, qui a repris en fait une organisation qui souffrait avec des résultats complètement médiocres, qui s'est aperçu que les collaborateurs n'étaient pas du tout bien au sein de leur entreprise et il a complètement renversé justement les règles du management, mais on se parle d'une multinationale, pour justement mettre les employés au centre et que ça rejaillisse après sur les clients. Enfin, c'est assez incroyable. Ça a été un bouquin que je reprends, que je relis. Puis, avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Caroline, pour cet échange. C'était hyper riche. Où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver s'ils ont des questions à t'adresser, des remarques, des feedbacks? Tiens, écoute, on en parlait. Sans grande surprise, LinkedIn. C'est facile, pratique et j'y réponds avec plaisir. Merci beaucoup, Caroline. Merci, Salomé. C'était un plaisir. Un plaisir. À bientôt. À bientôt.